Bien, donc bienvenue dans ce deuxième webinaire de l'année, co-organisé dans le cadre des rendez-vous régionaux en travail social, qui sont portés par le CRTS, l'ITES de Brest et Ascoria. Donc cette année, notre fil rouge s'articule autour des enjeux sociétaux de transition associés à la notion d'hospitalité, une valeur socle en travail social. Le premier webinaire auquel vous avez d'ailleurs peut-être participé s'ancrait dans une actualité forte sur l'accueil de personnes exilées. Le dernier webinaire qui aura lieu le 21 juin traitera des identités de genre avec l'idée d'une intervention sociale plus hospitalière envers les personnes concernées. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique essentielle qui effectivement traite de la question finalement de la transition écologique, des enjeux autour de la durabilité en fait pour les générations actuelles déjà et futures bien évidemment. Donc pour garantir une planète habitable et hospitalière. Donc l'habitabilité de la Terre est en jeu, nous le savons. Les populations les plus vulnérables sont sans aucun doute les plus exposées et les secteurs social et médico-social, les secteurs de la formation professionnelle ont besoin de s'approprier en fait ces enjeux qui sont globaux, qui sont transverses et qui peuvent encore être perçus parfois comme des enjeux annexes, connexes au métier de l'intervention sociale ou de l'accompagnement éducatif. Bien que des actions individuelles ne soient pas négligeables en vue des défis mondiaux et locaux, nous avons à relever en fait des défis qui effectivement nous appellent résolument à ce que les collectifs se mettent en place. Comment les acteurs du secteur social et médico-social s'emparent-ils de ces enjeux? C'est ce que nous allons voir effectivement et échanger par ce webinaire ce matin. Donc, nous allons avoir dans un premier temps la présentation par l'équipe de Master 2 en psychologie des organisations qui a travaillé toute la semaine sur la responsabilité sociétale des organisations comme nouvelle culture des organisations où les décisions intègrent désormais les impacts sur les personnes et sur l'environnement. Nous pourrons, grâce à nos invités, à nos intervenants, Malou et Hugo, en comprendre les processus et les enjeux. Nous continuerons avec Delphine Godest et Marion Thiraud, qui sont intervenantes dans le cadre du collectif Le Graal, et qui nous montreront comment des pratiques de transition écologique vertueuse peuvent effectivement être tout à fait inspirantes dans le secteur social et médico-social. Puis nous terminerons avec Julien et Jacques qui, en tant qu'auto-représentants, personnes en situation de handicap dans un établissement, dans des établissements en fait sociaux et médico-sociaux, nous montrerons comment eux-mêmes, en tant que personnes concernées, ils se sont emparés de cette question de la transition écologique. Pour vous, participants à ce webinaire, vous pouvez tout à fait utiliser l'espace questions et réponses qui se trouve dans le bandeau en bas de l'écran, sur lequel vous pourrez interagir avec vos questions, vos commentaires, vos expériences.
et Cécile Paco, qui est formatrice, coordinatrice de parcours à Ascoria Lorient, sur le campus de Bretagne Sud, veillera particulièrement à vos commentaires, vos questions et pourra en restituer tout au long, entre chaque intervenant, l'essentiel pour qu'effectivement vos propos puissent être pris en compte. Alors, Bonjour sans tout le plus... monde. Oui, Cécile, un petit Dis mot? juste bonjour à tout le monde. Voilà, Peut-être Cécile, aussi rappeler que la conférence va être enregistrée et fera très bien. l'objet d'une diffusion sur la chaîne YouTube du CRTS, sur laquelle on peut retrouver les conférences des autres cycles précédents et la première conférence de ce cycle-là sur l'inhospitalité envers les personnes migrantes. Voilà. Tout à fait. Merci Cécile de cette précision. Et donc, sans plus tarder, nous laissons la parole à Malou et Hugo, étudiants en Master 2 Psychologie des organisations. Merci à vous. Merci. Merci. Alors bonjour à tous, bonjour Hugo. Bonjour à tous, bonjour Malou. Nous sommes étudiants en Master 2 de psychologie du travail et des organisations, donc parcours ingénierie psychosociale et cognitive. Cette semaine, nous avons étudié le thème de la responsabilité sociétale des organisations. Et donc dans le cadre d'un partenariat avec Ascoria, nous participons à ce webinaire et nous allons vous présenter ce que nous entendons par la RSO et ses enjeux, qui font l'objet de cette présentation. Jusqu'à présent, les humains se sont pensés en dehors de la Terre, à côté ou du moins comme des acteurs qui n'avaient pas une grande influence sur le système et sur leur environnement. Ils ont conçu un certain nombre d'artefacts, comme des objets, des outils, des routes, sans mesurer les conséquences que cela pouvait avoir. Au même titre que les non-humains, comme notamment les animaux, les plantes ou encore les océans. Notre propos va essayer de vous montrer en quoi c'est important que les humains, les non-humains et les artefacts soient considérés comme des éléments à part entière qui influencent les équilibres environnementaux. Car en effet, on fait tous partie de la solution, comme l'a dit Jean Jouzel, un membre du groupe intergouvernemental expert sur le climat. La RSE est donc une réponse à une situation d'urgence, avec des indicateurs environnementaux, comme notamment le réchauffement climatique, ou encore des indicateurs sociaux, comme les inégalités entre les hommes et les femmes, par exemple. Au départ, la RSE s'adresse aux grandes entreprises cotées en bourse. Les initiateurs de cette démarche ont pensé qu'en amenant les grandes entreprises à changer, elles pourraient embarquer les autres entreprises, qui sont souvent leurs fournisseurs ou leurs clients, d'où la notion de partie prenante, dans les changements souhaités. Effectivement, les initiateurs ont essayé de jouer sur les effets de seuil, inhérents à la taille de ces grandes entreprises. En d'autres termes, la RSE, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société, tout en étant économiquement viable. C'est d'ailleurs la définition que l'on donne à la RSE, n'est-ce pas Hugo? Oui, bien sûr, la RSE, c'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes. La contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. On passe donc de RSE à RSO, car le terme organisation permet de s'adresser à tous les acteurs socio-économiques. En termes d'organisation, on entend les entreprises, mais aussi les associations, les établissements, les administrations publiques, les familles et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Hugo, est-ce que tu veux nous proposer une définition de la RSO cette fois? Oui, en effet, Malou. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de RSE, mais de RSO, afin d'intégrer toutes les organisations dans la démarche. C'est la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent. Alors, pour rentrer un peu plus dans l'objet de ce webinaire, nous vous proposons cette définition des enjeux de la RSO. La RSO, c'est accompagner la prise de conscience des acteurs, de leur environnement, de leurs interactions et de leurs conséquences. Se penser en tant que partie prenante d'un écosystème pour agir en co-responsabilité avec les parties prenantes. Mais Malou, dis-nous comment on en est arrivé là. Alors, cette idée ne date pas d'hier. Cela a été pensé depuis un certain temps. Cette frise retrace brièvement quelques étapes de l'histoire d'une prise de conscience des sociétés occidentales, avec des modèles de développement industriel.
car on sait aujourd'hui que d'autres sociétés se sont pensées différemment des Occidentaux dans leur rapport à l'environnement. La date sur laquelle de nombreux acteurs s'accordent correspond au premier rapport sur l'état de l'environnement. C'était en 1951. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Il a fallu attendre 70 ans de jalons, de prises de décision, de sommets internationaux, de COP sur le climat pour qu'on finisse par obliger les entreprises à agir. On peut également retenir parmi toutes ces dates l'année 1987, avec le rapport Brundtland, puis la création du GIEC en 1988. Également, en 2014, des réglementations contraignantes amènent les entreprises à se mettre enfin au travail. Cette date de 2014 est essentielle, car elle définit un premier cadre réglementaire de la RSE. Alors, parmi toutes ces grandes dates, nous allons mettre l'accent sur la création de la norme ISO 26000. C'est une norme non contraignante qui permet aux entreprises de s'approprier cette démarche avec un cadre méthodologique. Donc en 2010, la norme ISO 26000 a été conçue dans le but d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre d'une stratégie RSO et ainsi de s'approprier les enjeux de la RSO. À partir de cette norme, un certain nombre de réglementations vont être adoptées. La plupart de ces réglementations sont issues des directives européennes transposées dans le droit des États. Voici les 7 dimensions de la RSO. Il y a la gouvernance de l'organisation, les relations et les conditions de travail, la loyauté des pratiques, les communautés et le développement local, les droits de l'homme, l'environnement et les questions relatives aux consommateurs. La principale traduction réglementaire s'intitule la Déclaration de performance extra-financière, la DPEF, qui va traduire avec des indicateurs de suivi les 7 dimensions que l'on retrouve dans la norme ISO 26000. Elle part d'une directive européenne et s'inscrit dans le prolongement de la loi SAPA 2 en France, où le devoir de vigilance impose aux entreprises de mettre en place des indicateurs de suivi de leurs activités pour vérifier qu'elles ne se mettent pas en difficulté si elles ne respectent pas le cadre de la DPEF. Malou, permets-moi que je précise ce qu'est la DPEF. Oui, évidemment. La DPEF va élargir un certain nombre de cadres qui existent déjà. Tout ce qui touche les conditions de travail font déjà l'objet d'une réglementation, même si ça ne prend pas en compte l'égalité entre les hommes et les femmes. Autant la question des droits de l'homme est respectée en Europe, autant elle n'est pas toujours respectée dans certains pays, fournisseurs des Occidentaux. De même pour les questions relatives aux consommateurs. C'est un cadre qui va englober l'ensemble des 7 piliers, et donc c'est la première fois qu'une entreprise va être soumise à un cadre au-delà des réglementations qu'elle connaisse déjà. La DPEF prend donc en compte la variété et la singularité des organisations, mais elle s'impose à toutes les organisations. Il s'agit donc du premier document de référence qui va s'imposer aux grandes entreprises cotées en bourse. Pourquoi les grandes organisations? Alors notamment car elles embauchent un grand nombre de personnes. Elles ont des activités à l'international, des volumes d'affaires importants, et elles interagissent avec des fournisseurs. La DPEF les oblige donc à mesurer les conséquences de leurs impacts. Par exemple, dans la DPEF, sur les relations de travail, les entreprises sont obligées de déclarer le taux d'emploi des personnes en situation de handicap. Cette obligation a été faite pour que les organisations portent un autre regard sur les personnes en situation de handicap et déplacent le débat sur la question des compétences, parce qu'en effet, les personnes en situation de handicap sont des parties prenantes au même titre que les autres, avec des compétences utiles pour les organisations. Le cadre réglementaire a récemment évolué avec la CSRD. Cette évolution, qui est liée à une directive européenne, va élargir petit à petit l'obligation de produire ce document à toutes les organisations, sauf celles unipersonnelles. Hugo, est-ce que tu peux nous préciser les objectifs de ce cadre réglementaire? Alors oui, les objectifs de ce cadre réglementaire sont accompagner, mais aussi imposer des normes et des sanctions avec la mise en place d'un audit, encourager le développement durable des organisations et identifier les organisations actives. Alors, ce cadre réglementaire s'appuie sur une obligation pour les organisations d'installer un dialogue entre les parties prenantes, car nous sommes tous dans la solution. Les premiers textes réglementaires insistent sur le dialogue entre les parties prenantes. Hugo, dis-nous comment y parvenir. En identifiant et en cartographiant les parties prenantes et leurs interactions, en permettant le dialogue des parties prenantes, en identifiant et cartographiant les risques, et en définissant le modèle d'affaires ou d'activité pour décrire les processus. Les finalités de cette démarche sont d'établir les liens et les interactions
et de limiter les risques inhérents à l'activité produite. Voici quelques exemples d'indicateurs que l'on retrouve dans le document de référence. Le bilan carbone, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, les gaz à effet de serre, l'égalité hommes-femmes et les règles de gouvernance. En quoi l'économie sociale et solidaire a-t-elle vocation à s'emparer de cet enjeu de la RSO? Alors notamment parce que son modèle de gouvernance est déjà fondé sur une forme de dialogue de parties prenantes. La définition de ce secteur en témoigne. En effet, ensemble, c'est un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, de mutuelles, d'associations ou de fondations dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. La place de l'ESS n'est donc pas négligeable. On peut voir qu'elle représente 10% de l'emploi total au niveau national pour 2,4 millions de salariés. Deuxième point, son modèle s'appuie sur un système de valeurs qui place l'humain au centre de leurs activités. La convergence des valeurs et des principes des acteurs de l'ESS vers les dimensions de la RSO leur donne toute légitimité à s'engager dans la démarche. Voici quelques principes. L'homme est au cœur de l'économie, la lucrativité est limitée ou encore la coopération y est développée. L'alignement des valeurs et des principes des acteurs de l'ESS avec les aspects de la RSO les légitime pleinement à s'engager dans cette démarche. Nous avons voulu savoir si la question de la RSO était présente au sein de l'école des solidarités. C'est ce qui nous a amené à réaliser des entretiens auprès des acteurs. Ce webinaire est organisé par Ascoria, avec un certain nombre d'acteurs. Nous avons pensé que nous pouvions recueillir les représentations que les publics d'Ascoria se faisaient de la RSO. Entre autres parce qu'Ascoria est un établissement d'enseignement supérieur qui va devoir, comme toutes les organisations, mettre en place un schéma directeur de développement durable et de responsabilité sociale à partir de 2025. Ce schéma directeur est le pendant de la CSRD qui est imposé aux entreprises privées. Malou, pour illustrer l'idée que les acteurs s'en font, nous avons organisé une série d'entretiens. En voici les idées les plus importantes. Lors de ces entretiens, les personnes interrogées ont utilisé 54 mots différents pour évoquer la RSE. Plusieurs mots sont revenus, notamment le tri, l'environnement, l'énergie, la hiérarchie, le bien-être, l'ambiance, les responsabilités, le développement durable et l'engagement. Nous constatons alors que 50% des personnes interrogées peuvent citer une ou plusieurs dimensions de la RSO. Cela illustre un certain niveau de sensibilité, mais aussi un besoin de sensibilisation pour dépasser ces simples constats. C'est un premier aperçu de la représentation qu'ont les personnes de la RSO. Alors, si l'on veut synthétiser le sens que l'on pourrait donner à une démarche de RSO, nous pourrions dire qu'elle relève d'une conduite d'accompagnement au changement, afin de permettre aux parties prenantes, à tout à chacun, de s'approprier cette démarche pour agir. Notamment par le dialogue, c'est-à-dire sans conflit, sans imposer, sans culpabiliser, sans juger, mais en co-construisant notamment le dialogue, le plan d'action, les indicateurs, et en inscrivant la démarche dans la durée. Parce que comme nous l'a dit Jean Josel, on fait tous partie de la solution. Donc, il y a encore vraiment un chemin collectif à parcourir. Dans le cadre de ce webinaire, 2 acteurs vont témoigner des engagements possibles dans le cadre d'une démarche RSO, le Graal et l'ADAPI. Merci pour votre attention. Nous allons maintenant passer à un temps d'échange. Avez-vous des questions? Merci beaucoup, Malo et Hugo. Donc, écoutez, c'était très riche et très intéressant. Une découverte, je pense, pour aussi un certain nombre d'entre nous ici présents. Donc, il y a quelques questions là, et notamment une question sur les indicateurs RSO. Et savoir si pour les entreprises qui relèvent du secteur privé et plus industriel, ce sont les mêmes que pour notre secteur des établissements sociaux et médico-sociaux. Je vais les accompagner. Oui, Monsieur Potel, bienvenue. Voilà, entre Malou et Hugo, je ne sais pas si vous me voyez. Si, on voit très bien. Oui, je m'appelle Marc Potel, donc j'ai suivi leurs travaux, je me mets à genoux devant mes étudiants. Et donc oui, les entreprises privées et publiques sont soumises dans leur majorité aux mêmes indicateurs que ceux qu'ils ont énoncés.
Elles auront à réaliser un bilan carbone pour essayer de comprendre comment leurs activités émettent plus ou moins de gaz à effet de serre. Sur tout ce qui touche aux relations de travail, bien évidemment, les questions d'égalité homme-femme, les questions de dialogue social, les questions d'intégration de tous les publics et de tous les types de salariés sont au cœur de ces enjeux-là. Et puis, tout ce qui relève des relations avec leur environnement, c'est-à-dire de la capacité qu'elles auront à comprendre les conséquences de leurs activités, font l'objet aussi d'indicateurs. Les questions de gouvernance, les questions de corruption, qui peuvent être, traverser l'ensemble des organisations, quelles qu'elles soient. Donc, on peut considérer que l'ensemble des organisations, devront suivre ces mêmes indicateurs. Alors, avec sûrement des seuils en fonction de la taille de ces organisations, puisqu'elles ne seront pas concernées en volume et en chiffre d'affaires et en périmètre d'interaction, mais elles sont concernées de la même manière. Merci beaucoup. Alors, il y avait une autre question aussi peut-être sur la démarche diagnostique que vous avez engagée. Donc, vous avez présenté une diapositive où vous mettiez effectivement qu'il y avait des entretiens qui avaient été réalisés. Est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être à qui vous avez interviewé? Ce sont des salariés, des étudiants? Enfin, est-ce qu'on peut avoir des éléments sur ce point-là? Alors, on a réalisé 17 entretiens et c'était majoritairement des étudiants. D'accord. Il y a quelques salariés, mais c'est vrai que la majorité, c'est 3 salariés. 3 salariés. Les 3 salariés. Donc, si je comprends bien, c'est une démarche diagnostique qui est en cours Non, qui a et qui va déjà se poursuivre ou il y a une suite comment ça Alors, se fait? sur la démarche de diagnostic, cette semaine s'inscrit dans une démarche que Ascoria a initiée il y a déjà 1 an, où un premier diagnostic avait été réalisé et ce diagnostic mettait en évidence que les enseignants et les apprenants ou les étudiants étaient moins intégrés à cette démarche-là ou avaient des représentations, on va dire, plus éloignées des représentations socles pour engager des actions. Et il est vrai que la semaine qu'on a initiée avec les étudiants en lien avec Ascoria s'inscrivait aussi dans cette perspective de faire en sorte que ces publics d'Ascoria puissent se sentir concernés, ou qu'on puisse comprendre quelles étaient les représentations qu'ils se faisaient des enjeux de la RSO. Et donc, c'est un premier pas. Et pour vous donner une information, il y a aujourd'hui 3 groupes d'étudiants qui s'inscrivent dans cette démarche-là sur les enjeux du tri, de la mobilité et du bien-être et de la qualité de vie au travail, aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants que pour les personnels administratifs. Donc oui, ça vient compléter une démarche qui vise à faire en sorte que Ascoria puisse se doter d'un schéma directeur à la fin de l'année 2024. Je vais relayer une question d'Isabelle, qui est si vous avez perçu des différences de perception des enjeux de la transition écologique entre les enquêtés Ascoria et d'autres publics que vous avez pu enquêter par ailleurs dans d'autres cadres. Alors là, les étudiants n'ont pas fait de démarche dans d'autres cadres. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que par expérience, il y a toujours des singularités, des perceptions très variées, très, très diverses. Il n'y a pas de situation exceptionnelle à Ascoria dans un sens ou dans un autre. Souvent, la maturité des publics sont liées soit à des situations individuelles, c'est-à-dire que les gens se sentent individuellement plus ou moins concernés selon leur parcours, selon les expériences et les situations qu'ils vivent. Et les professionnels, souvent, sont engagés ou se sentent concernés, souvent en lien avec leur cœur de métier. Donc, on peut penser que les personnes qui travaillent autour des ressources humaines se sentent très concernées, très impliquées sur tout l'enjeu du socle des relations humaines. Les personnes qui travaillent sur l'immobilier, l'achat d'énergie, eh bien, sont très concernées, soit par une logique de coût, mais aussi une logique environnementale. Et donc, il y a une très, très grande variabilité. C'est ce qui fait aussi toute la richesse et l'intérêt de la démarche. Donc, Ascoria n'est ni exceptionnel dans un sens qui pourrait être négatif ou positif. Ascoria s'inscrit en fait dans les situations qu'on rencontre de façon très, très courante. Alors, une autre question
toujours posée par Isabelle. Je m'interroge de savoir si la bulle question-réponse fonctionne bien parce que je n'ai pas de... Alors, le fil de la discussion fonctionne. La bulle question-réponse, je ne sais pas parce que j'ai pas d'autres questions émanant des participants. Bon, C'est une bonne question, Cécile. J'ai prévenu Bonnel car d'accord. moi-même, je ne réussis pas à poser des questions dans l'espace questions-réponses. Oups. Donc Voilà, donc, peut-être on peut utiliser la ouais, ouais. partie chat. Il faut, participants, que vous utilisiez effectivement la discussion, la bulle discussion qui est juste à côté de la bulle question-réponse, effectivement. Ah bah Ah, si, si, ça là y on a est, un ça vient. test. Ça y est, Si ça ça marche. fonctionne. Bon, très bien. Ouais, oui, oui, ça y est, ça fonctionne. Bon, bah c'est très bien. Merci beaucoup pour ce test. Donc, Isabelle, je relais à nouveau une de tes questions hein, sur l'identification potentielle de leviers qui, dans un centre de formation, vous apparaîtrait prioritaire. Hein. Alors, sur les leviers, il me semble que, comment dire, la possibilité d'associer les étudiants et les équipes pédagogiques dans une démarche me semble intéressante et Ascoria a initié dans ses formations et dans un module de formation, d'ailleurs, comme le préconise le rapport Jouzel. Le rapport Jouzel à l'adresse des établissements d'enseignement supérieur, comment dire, préconise deux types d'actions. Une démarche de RSO à part entière, c'est-à-dire telle qu'elle nous a été présentée par Malou et Hugo, et une autre démarche avec l'obligation ou la nécessité, ça va devenir une obligation, de prévoir des temps de formation à l'ensemble à l'adresse de tous les étudiants, quelle que soit la formation, dans l'ingénierie, dans le social, dans la banque, dans la culture, de telle sorte qu'on puisse améliorer le processus d'appropriation des enjeux par ces étudiants-là. Et là, aujourd'hui, Ascoria initie une démarche qui s'appelle un programme de mise en œuvre de projets à l'adresse de tous les étudiants qui sont dans les cycles bachelor, c'est-à-dire licence 1, 2 et 3. Et aujourd'hui, il y a 3 groupes d'étudiants, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui ont engagé une démarche d'appropriation et de mise en œuvre d'un certain nombre d'actions qui s'inscriraient dans la stratégie RSO et RSE d'Ascoria. Et là, ce qu'on peut constater, c'est que et là, je peux laisser Malou et Hugo dire quelle distinction ils ont fait, parce qu'ils se sont aperçus que ces étudiants-là, quand ils les ont interrogés, ils avaient l'air plus au fait, si je me souviens bien. Malou et Hugo. Oui, alors ça dépend vraiment des personnes interrogées. On voyait qu'il y avait des personnes qui étaient plus sensibilisées sur certains points, comme l'environnement. Et il y en a d'autres qui ne savaient pas trop ce que c'était. Donc il y a une énorme variabilité dans les personnes qu'on a interrogées. Et c'est vrai que la communication et l'information des dimensions et puis de ce qui englobe les RSO, c'est aussi un point important et ça peut faire partie des leviers pour eh bien, qu'on mette en place la démarche. Voilà. Et donc, pour rebondir sur ce que viennent de dire Hugo et Malou, c'est parce que les gens s'inscrivent dans un processus où ils essaient de comprendre les activités que les personnes développent dans leur quotidien professionnel et ou universitaire, qu'elles peuvent mesurer les écarts qu'il y a entre les connaissances qu'ils ont sur le sujet et essayer de voir comment passer de ces connaissances à des compétences pour agir. Et donc, le programme tel qu'il est prévu par Ascoria est très intéressant parce qu'il permet 2 choses. Il permet d'une part d'améliorer les connaissances sur les enjeux de la RSO et ensuite de mettre en place des actions et d'en mesurer à travers des indicateurs les effets d'évolution ou d'adaptation des personnes qui sont concernées. Et donc, de ce point de vue, bien sûr, acquérir des connaissances, c'est important, mais l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que ces connaissances deviennent des leviers d'action à travers des compétences qu'on aura acquises en expérimentant et en mettant en place des actions. Et là, de ce point de vue, ce que disait Hugo, c'est que parmi les étudiants qu'ils avaient interviewés, il y a ceux qui étaient déjà dans ce programme, avaient une connaissance ou du moins une précision ou des représentations plus précises sur ce qu'étaient ces enjeux-là, si je ne me trompe bien, Hugo et c'est ça. Je ne sais pas si j'en ai répondu à votre question, Isabelle. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Sissi, pour ces précisions. C'est intéressant.
On a Marc Rousseau, directeur de la Grande École des Solidarités, qui nous précise aussi qu'il y a la création, en fait, d'un module de formation qui sera donc à destination de l'ensemble des étudiants dans nos secteurs d'intervention, donc dans le secteur des solidarités pour faire le plus large possible, et qui sera pleinement intégré à cette approche transition écologique, développement durable, et comment cette question-là peut être pleinement intégrée aux projets, aux démarches, aux interventions, aux accompagnements de public qui sont effectivement, qui relèvent de notre secteur. Donc, oui, avec une volonté entière de s'engager dans cette réalité et dans la perspective de la durabilité au service aussi des publics les plus vulnérables. Il nous reste un petit peu de temps encore, hein, je crois, Isabelle, oui. Oui, on a encore oui, voilà. 5 minutes. Je serais bien revenue, moi, sur la diapo où vous présentez les 7 dimensions de la RSO. Si c'était possible qu'on y revienne pour pouvoir peut-être en dire un peu plus, notamment, je m'interrogeais sur ce qu'on mettait derrière la loyauté des pratiques. Est-ce que c'est possible de pouvoir revenir peut-être, enfin, d'expliciter peut-être certaines de ces dimensions? La loyauté des pratiques, je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, un donneur d'ordre doit régler une facture auprès de ses fournisseurs. Eh bien, la loyauté des pratiques aujourd'hui dit qu'au-delà d'un délai de 30 jours, ce n'est pas raisonnable parce qu'on met en difficulté son fournisseur qui va rencontrer des problèmes de pratique, de trésorerie. Et donc, la déclaration de performance extra-financière relève le délai moyen de paiement d'un donneur d'ordre vis-à-vis de ses fournisseurs. Ça peut déboucher sur des pratiques très intéressantes. Vous avez par exemple des entreprises qui achètent des produits, je pense au cacao par exemple. Il y a une entreprise dont je ne peux pas nommer le nom, mais qui, comme beaucoup d'entreprises, prépaie une partie de la fourniture de fèves de cacao pour permettre aux personnes qui cultivent ce cacao de disposer d'une trésorerie entre le moment où elles commencent à cultiver et à s'occuper de leurs arbres et le moment où elles vont vendre leurs récoltes. Et ensuite, une deuxième partie est facturée et ça permet de lisser la trésorerie de ces organisations-là. On peut aller jusqu'à cette logique-là. Et donc, vous voyez que la notion de partie prenante, elle est intéressante parce qu'on n'est pas uniquement sur la relation acheteur-fournisseur. On prend en compte l'ensemble des logiques économiques qui permettent à 2 organisations de ne pas se mettre en danger d'un point de vue strictement économique, mais de répartir les ressources financières en lien avec la production des ressources qui sont utiles à la fabrication du produit. Mais la loyauté des pratiques aussi, c'est éviter les règles les situations de corruption, de malversation, de conflit d'intérêts, et donc ça englobe un certain nombre, de comportements qui peuvent être, pénalement sanctionnés. Voilà, si vous voulez donner quelques exemples. Oui, c'est éclairant, ouais, ça permet de mieux comprendre. Alors, il y a un certain nombre de questions qui viennent d'arriver là. Une première, dans quelle mesure est-ce qu'on tient compte de la qualité relationnelle dans l'item qualité de vie au travail? Alors, la qualité de vie au travail sur les qualités relationnelles, c'est tout ce qui peut effectivement renvoyer au respect des règles et des normes et des lois qui sont, soumises aux organisations. Mais on peut aller au-delà, c'est-à-dire on peut engager des formes de relations de travail qui visent à permettre la contribution des salariés et des personnes sur des ateliers d'innovation, sur des ateliers où on demande l'avis aux salariés avant même de mettre en place une nouvelle organisation ou un nouveau processus. Et donc, on en revient toujours à cette logique des parties prenantes telle que Malou et Hugo l'ont mise en avant, c'est-à-dire qu'il y a besoin dans les organisations de compétences techniques, managériales, d'ingénierie, d'innovation,
mais ces compétences-là s'enrichissent des compétences les unes les autres. Et dans la qualité des relations de travail, eh bien, à un moment donné, on met de côté les spécificités ou les spécialités pour échanger sur un projet ou sur une idée ou analyser une situation dont on pense qu'elle pose un problème. Et pour le coup, comme ils ont bien dit, on est dans la co-construction et cette co-construction s'appuie sur les compétences uniquement des personnes, indépendamment de la position hiérarchique ou de la spécialité qui pourrait être perçue comme étant plus intéressante ou moins. Et donc, on arrive par cette collaboration eh bien, à modifier les relations de travail et on n'est pas uniquement sur éviter le harcèlement, on n'est pas uniquement sur éviter les comportements et les relations qui sont inappropriées. C'est vraiment une vision positive. On dépasse les simples obligations de respecter un cadre réglementaire. D'accord. Alors, il y a une autre question qui vient convoquer la question plus incitation ou contrainte dans le cadre d'une démarche RSO. La question, je vous la lis, si j'ai bien compris, la RSO pourra contraindre les organisations à renseigner des indicateurs comme le bilan carbone, mais est-ce qu'elle impose également une réduction, amélioration de ces indicateurs ou est-ce juste à titre indicatif? Non, le bilan carbone, il est associé à ce qu'on appelle un document de maîtrise des risques. Et dans ce document de maîtrise des risques, les entreprises doivent construire, rédiger un plan d'action de réduction de ces émissions. Par exemple, elles doivent comptabiliser la déconsommation énergétique et donc elles doivent pouvoir prendre des mesures pour réduire, comment dire, ces consommations énergétiques. Alors, ça peut être des travaux d'efficacité énergétique, ça peut être des mesures faites pour où on éteint les lumières, on les laisse pas en sortant, où on éteint les postes de travail une fois que la journée est terminée. Et donc le bilan carbone, il est associé à un plan d'action de réduction qui est publié en même temps que le bilan carbone. On n'est pas allé jusque-là dans l'information, mais les organisations qui sont soumises à l'obligation réglementaire doivent publier leur bilan carbone sur le site de l'ADEME, de telle sorte qu'il soit public et transparent, et en même temps publier les plans d'action, les mesures de réduction. Et ça permet, avec cet indicateur, eh bien, de voir dans quel sens évoluent ces émissions de bilan carbone. L'obligation n'est pas de réduire systématiquement. Si une entreprise augmente son périmètre d'action, il est évident que le bilan carbone va augmenter, mais il ne peut pas augmenter dans des proportions, comment dire, exponentielles. Et donc, il doit y avoir quand même des mesures qui accompagnent ces activités-là. D'accord. Merci beaucoup. De mon côté, je ne vois pas d'autres questions. Alors, on a peut-être une dernière question, question. Cécile, d'Antoine, sur parmi justement les 7 dimensions de la RSO, qu'est-ce qu'on peut entendre, comment on peut lire la question de la loyauté des pratiques? Alors, de mon point de vue, c'est une question qu'on a traitée tout à l'heure, on a posé on l'a évoqué tout à l'heure, à moins qu'il y ait Oui, on l'a évoqué, mais peut-être sur cette… Peut-être insister sur cet aspect-là, parce que par ailleurs, elle est relevée, ouais. Oui, alors ce que j'ai envie de répondre, c'est que ces 7 dimensions, comment dire, ont autant d'importance les unes les autres. Je peux donner un autre exemple. La loyauté des pratiques renvoie à la question de la gouvernance, mais elle renvoie aussi aux questions relatives aux consommateurs. C'est-à-dire que la loyauté des pratiques aussi, c'est la transparence sur la qualité des produits, la qualité des services. Et donc, ça renvoie aussi aux communautés de développement local. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on se pense comme partie prenante d'un territoire. Et dans la loyauté des pratiques, j'ai donné l'exemple du cacao, qui est un exemple international, mais on peut le retrouver sur des relations aussi avec des fournisseurs locaux. Donc, c'est vraiment un item qui permet comme tous les autres, de bien mesurer comment on se pense autrement qu'à travers un simple donneur d'ordre. On a aussi des responsabilités dans la manière dont on traite nos fournisseurs, dont on traite les collaborateurs, c'est plutôt les relations et les conditions de travail, mais aussi la manière dont on traite nos propres clients. Donc, c'est vraiment une dimension qui est assez large, qui est déjà bien couverte par le droit français, parce qu'elle est très suivie et très contrôlée.
mais j'ai pris l'exemple volontairement avec le cacao parce qu'elle peut être moins couverte ou moins bien couverte dès lors qu'on a des fournisseurs qui sont éloignés de notre territoire. Et donc, la notion de partie prenante et de développement local est importante parce que ça permet de rapprocher, même de façon technologique et ubiquitaire. Là, par exemple, on est tous reliés dans des endroits très, très différents les uns des autres. Les questions de la RSO permettent de réintroduire dans une proximité à la fois géographique, mais aussi intentionnelle, les parties prenantes avec lesquelles on interagit. C'est qu'on ne peut pas se réfugier derrière une distance géographique, une distance sociale, une distance hiérarchique, une distance de quelque nature que ce soit. Je reprendrai la phrase que Hugo et Malou ont relevée, c'est qu'on ne fait pas tous partie de la solution. Et donc, il faut se penser au même titre que les autres dans la démarche. Merci beaucoup. Isabelle, peut-être on va passer aux intervenants, Marion et Delphine du Graal. Oui, tout à fait, oui, oui. Merci. Alors, merci à vous. Malou, Hugo, merci Marc Potel. Effectivement, vous avez été impeccable sur votre présentation, la gestion du temps. Et merci pour toutes ces ouvertures par rapport aux questions de nos participants. Donc, Marion Thiraud et Delphine Godest, qui sont partie prenante et engagées, je crois que c'est le terme qui convient, dans le collectif du Graal, qui regroupe une trentaine de structures, d'organisations du secteur social et médico-social, et qui vont effectivement pouvoir nous ouvrir là à des perspectives qui concernent directement et précisément nos secteurs d'intervention, et donc ils vont pouvoir décliner de manière tout à fait concrète et avec des idées inspirantes ce que les professionnels en intervention sociale peuvent mettre en œuvre. En tous les cas, vous allez nous montrer comment un collectif peut être force de proposition. Merci Marion et Delphine pour votre présentation. La parole est à vous. Merci beaucoup Isabelle et merci à l'équipe d'Ascoria pour l'invitation à ce webinaire. Bonjour à tous. Donc on va commencer par se présenter. Donc moi je suis Delphine Godest, je suis la directrice d'une association qui œuvre dans le champ médico-social, donc en Ille-et-Vilaine, avec plusieurs établissements, donc à Rennes et à Iffendic, et on accompagne, on héberge des personnes en situation de handicap. Et j'ai été en 2022 et 2023 la présidente du réseau Graal. Et donc, moi, je suis Marion Thiraud, je suis l'animatrice du réseau Graal. Peut-être, petit point technique, est-ce que vous voyez bien le partage du document support? Complètement, c'est parfait. Ouais. Super, parfait. Là, je vais avancer, vous me direz si jamais ça reste bloqué. Donc, juste quelques mots avant de commencer sur le réseau, parce que c'est aussi de ça qu'on va parler en tant qu'outil de coopération. Le réseau Graal, c'est donc une association d'intérêt général qui a été créée en 2012 et qui est implantée sur le territoire brétilien. Elle rassemble donc des acteurs, des associations, des organismes publics qui ont tous pour point commun d'accompagner les personnes en situation de handicap en établissement ou dans des lieux d'accueil de droit commun. Et le deuxième point commun, c'est que tous ces acteurs souhaitent effectivement travailler en coopération pour améliorer l'accompagnement des personnes en situation de handicap. En 2024, le réseau Graal, ce sont donc 30 adhérents, ce qui représente 6500 personnes accompagnées, plus de 2000 professionnels et plus de 600 bénévoles dans 142 établissements, services et lieux d'accueil. C'est surtout une grande diversité, tant en termes de public accueilli que de fonctionnement, d'histoire, de secteur, d'expertise, de projet, et donc une grande richesse aussi de cet écosystème médico-social. Le projet du réseau, il s'articule autour de 4 grandes orientations, que sont la promotion de l'autodétermination et le développement d'actions en faveur de l'autodétermination, l'amélioration de la fluidité des parcours, la participation à l'élaboration des politiques publiques et la facilitation de façon assez transversale des formes de coopération, de mutualisation et d'innovation. Et depuis effectivement 18 mois maintenant, on s'est aussi questionné et attelé à prendre en compte dans le projet stratégique du réseau
la question des enjeux environnementaux, de la question climatique et de comment on accompagne les transitions environnementales chez les acteurs du secteur médico-social. Pourquoi et comment on peut se mobiliser. Et ce qu'on vous propose justement là, avant de continuer à dérouler le fil de notre présentation, c'est de repartir en arrière avec nous. Parce que quand on a commencé à travailler sur ces questions des enjeux climatiques et environnementaux, on s'est mis à l'écoute et puis on a fait un point aussi d'arrêt sur nos propres pensées, d'où on partait. Et on a relevé là quelques phrases. On vous propose de revenir en arrière et de jouer peut-être voilà, chacun derrière votre écran en cochant ou en vous disant, vous, s'il y a une phrase qui vous parle un petit peu plus, que vous avez pu dire, entendre ou penser dans votre écosystème professionnel. Ça commence avec celle-ci. En France, on fait déjà beaucoup d'efforts, donc ce serait bien que les plus gros pollueurs s'y mettent. Le secteur sanitaire et médico-social, il ne pollue pas autant que d'autres secteurs comme le BTP, l'agroalimentaire ou la pétrochimie. L'être humain a toujours réussi à trouver des solutions, à s'adapter. C'est juste une nouvelle phase finalement qu'on vit là. Et puis la technologie est là. Moi, je fais ma part. Je recycle, je fais attention à éteindre les lumières, je trie mes mails et je vois qu'on est de plus en plus nombreux dans mon organisation ou dans mon entourage à le faire. L'environnement, moi, mon urgence, elle est surtout de savoir qui va assurer le remplacement de mes 2 collègues en arrêt maladie. Voilà, c'est juste un petit... alors, c'est quelques phrases un peu sélectionnées à droite à gauche, mais en tout cas, nous, c'est un peu de là qu'on est parti dans notre écosystème. On entendait beaucoup, on en a pensé, ou on a même dit ces phrases-là. Voilà, c'était un petit peu notre point de départ. Et puis, on a eu ce que nous, on peut appeler une claque climatique. Voilà. Ce que vous voyez sur la gauche de l'écran, c'est un schéma qui indique, selon notre âge, la température globale que nous subirons, toutes et tous, dans les années à venir. C'est un schéma qui vient d'un statisticien qui s'appelle Adrien Rafteri, qui date de 2017, mais qui est encore, je pense, assez actuel. Et donc, voilà, elle indique la température globale qu'on subira dans les années à venir, selon notre âge. Malgré le fait que moi, j'étais assez sensible déjà depuis longtemps à la question climatique, ça a été, ce schéma-là, c'est un peu une reclaque dans mon parcours pour 2 raisons. D'abord parce que j'ai travaillé longtemps dans le domaine des politiques enfance et jeunesse, donc auprès d'enfants et de jeunes de 3 à 25 ans, et aussi de façon plus personnelle parce que j'ai 3 enfants de 7, 11 et 14 ans, et qui sont donc concernés par les lignes du bas, voilà, celles de 19 ans et de 0-9 ans. En bas qui atterrissent du coup dans le plus 2,5 degrés et le plus 3 degrés. Donc, qui tendent vraiment vers le bordeaux assez foncé. Et je me suis dit que voilà, j'étais finalement une de ces parties prenantes. Tout à l'heure, vous disiez, Jean Jouzel, pardon, on fait tous partie de la solution. Ben, moi, je me disais que du coup, là, on était aussi collectivement construire quelque chose qui tendait vers finalement un avenir à plus 2,5 à 3 degrés pour mes propres enfants et ceux aussi que j'accompagnais dans mon cadre professionnel. Alors pour ma part, comme Marion, j'ai choisi moi de vous partager un sentiment personnel au regard de cette image que vous voyez à droite. Donc une image qui reflète une barque. Donc, et c'est le sentiment que l'humanité, imaginons-nous tous sur cette barque au milieu d'un lac. Et donc cette barque, elle flotte même plutôt bien. Mais au fil du temps, et surtout ces dernières années, elle s'est chargée de briques, nombreuses briques, pour nous rendre aujourd'hui dans un équilibre un peu précaire. Et ce qui me marque aujourd'hui, c'est que l'image de cette barque, il suffirait aujourd'hui d'y ajouter une petite dernière brique, mais une brique symbolique toute petite de la taille d'un sucre, pour venir un petit peu perturber l'équilibre qui nous maintient aujourd'hui tous, toute l'humanité dans cette barque. Et donc voilà, moi c'est cette image un petit peu qui et les conséquences dramatiques qu'elle pourrait avoir sur nos équilibres, sur l'équilibre des choses. Voilà, ça symbolise un petit peu l'origine de la mobilisation pour moi. Alors là, c'était juste voilà, un petit partage aussi d'où on était parti. Alors effectivement, ces claques climatiques, comme on les appelle, elles auraient pu nous immobiliser et ça a été l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a un autre modèle possible. Voilà, donc après notre claque climatique liée au constat et à la perception des conséquences,
Nous avons souhaité nous mobiliser à l'échelle du réseau, à l'échelle de l'association, parce que nous pensons en effet, comme dit Marion, qu'un nouvel modèle de société est possible en alliant justice sociale, équité et harmonie avec le vivant. Et ce modèle de société, il a été théorisé. Il a été décrit en 2008 par Kate Raworth sous la forme d'un donut. Elle l'a appelé la théorie du donut. Elle représente, sous cette forme, en vert sur le schéma que vous voyez, un espace vital, notre espace vital. Un espace vital sûr, au sens de sécurisé, et juste pour l'humanité. Elle associe deux frontières à cet espace vital. Un plancher, qui représente nos besoins fondamentaux. C'est quoi les besoins fondamentaux? Je ne sais pas si vous arrivez à les lire, c'est l'eau, la nourriture, la santé, l'équité sociale, l'énergie, l'emploi, enfin, tout un panel. Et elle représente aussi une frontière sous forme de plafond. Et ce plafond, il représente les limites environnementales qui ont été définies par les sciences naturelles. C'est quoi les limites environnementales? C'est la pollution de l'air, la pollution de l'eau, le cycle de l'azote, etc. La pollution chimique. Voilà. Donc ça, c'est une société imaginée par Kate Raworth sous un format de modèle idéal, avec notre espace vital au milieu. Et si on essaie, donc voilà, un donut équilibré en théorie. Et dans la réalité actuelle, voilà, au regard des indicateurs scientifiques disponibles et mesurés, ils ne le sont pas tous, le donut aujourd'hui prend cette forme. On y voit quoi dans ce donut? On y voit que 6 limites planétaires dans le plafond environnemental sont dépassées, largement dépassées, notamment pour ce qui est de la chute de la biodiversité, l'atteinte du cycle de l'eau, l'atteinte du cycle de l'azote. Et on y voit aussi que les besoins fondamentaux de milliards de personnes aujourd'hui sur Terre ne sont plus garantis. En effet, nous sommes tous témoins d'une accélération des inégalités sociales et environnementales à une vitesse sans précédent. Et on peut ajouter que les personnes dites vulnérables sont les premières touchées et que le phénomène s'amplifie. Ces données scientifiques non contestables, elles sont prouvées, diffusées dans un rapport d'experts que constitue le rapport du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Pour un aspect plus pragmatique, des experts bénévoles autour de nous vulgarisent et transmettent les données scientifiques sous la forme d'un collectif associatif dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le Shift Project. Ces membres, les shifters, nous éclairent en analysant et en traduisant les données scientifiques à notre échelle, à l'échelle de notre quotidien, mais aussi à l'échelle de nos activités professionnelles. Et par exemple, les shifters ont rédigé un rapport qui s'appelle « Décarbonons le secteur de l'autonomie », qui est vraiment adapté à nos activités professionnelles. Et il énonce les impacts les plus importants dans notre secteur et il identifie les premières victimes notamment. Et les premières victimes, c'est qui? Par rapport aux nouveaux risques, c'est la vulnérabilité des personnes en situation de handicap notamment, mais aussi des personnes âgées, face aux événements climatiques extrêmes, notamment des inondations. La vulnérabilité des personnes face aux vagues de chaleur, on l'a vu, et ça, c'est pas récent, puisque la première canicule en France, en Europe, c'était 2003, et que depuis, on en a vécu plusieurs. Et la vulnérabilité des personnes en situation de handicap face aux événements extrêmes, le taux de mortalité mondial est 4 fois plus élevé. Voilà, alors l'impact, ça c'est donc dans nos vies quotidiennes, dans nos aspects professionnels, mais sur nous, au niveau professionnel, pour être concret, qu'est-ce que ce constat a déjà changé dans nos quotidiens professionnels? Comment il nous a déjà impacté? Eh bien, par exemple, un premier exemple, c'est la formalisation dans nos établissements d'un plan bleu, à l'instar de ce qui se fait déjà dans le milieu hospitalier depuis longtemps, le plan blanc. Le plan bleu, issu de 2003, première canicule en France, il s'agit de se préparer, de formaliser la gestion de crise, d'anticiper les risques. Donc les risques, ils sont quoi? Ils sont sanitaires, mais ils sont aussi sécuritaires. On voit qu'aujourd'hui, on nous demande de nous préparer à des risques d'attentats, par exemple, et ils sont, pour une large part, environnementaux. Par exemple, dans le dernier plan bleu que j'ai dû rédiger là pour l'association, l'ARS nous a demandé de préparer, d'anticiper la gestion de la pénurie de l'eau. Donc on sait qu'en Ille-et-Vilaine, il y a des secteurs plus ou moins touchés. On sait que le nord de l'Ille-et-Vilaine pourrait être plus touché. Si vous écoutez un petit peu l'actualité, vous voyez que la ville de Barcelone là, se prépare à une grosse pénurie d'eau cet été. Donc voilà, on se rapproche de films, de livres
fantastique ou prédictif qui, pour certaines régions du monde, j'ai le souvenir d'avoir lu il y a quelques années un livre, Dry, sur une pénurie massive d'eau en Californie. Eh bien, finalement, on voit que nous aussi, hein, nos organisations doivent s'adapter à réfléchir à comment faire si l'été prochain, dans le cas d'une pénurie d'eau en Ille-et-Vilaine, il y a des coupures d'eau au robinet et on doit s'organiser pour apporter de l'eau potable à tous. Donc voilà, des organisations qui doivent aussi se préparer à des pollutions massives de l'air. La pollution massive de l'air, c'est comment on prévient la bonne santé des personnes que l'on accompagne qui sont vulnérables en les sensibilisant à peut-être de nouvelles activités ou des activités en adéquation avec le niveau de la pollution, mais aussi la continuité. Et ça, on n'y pense pas forcément, mais lors de la dernière pollution en Ille-et-Vilaine, moi, j'avais quelqu'un qui étude en tant que directrice d'établissement, comment garantir la continuité de nos activités en permettant à nos professionnels de venir travailler. Parce qu'aujourd'hui, les voitures de nos professionnels vont être soumises à c'est déjà le cas, à des critères, et certaines voitures n'auront plus accès à des métropoles. Et le phénomène là va s'amplifier, s'accélérer. Donc, comment garantir la continuité de nos activités en permettant à tous nos professionnels de venir travailler lors d'une forte pollution de l'air, par exemple? Et puis, un dernier sujet, c'est quand même aussi, et je pense qu'il n'est pas encore assez traité, c'est la souffrance psychique que génère un petit peu tout ce qu'on est en train d'échanger. On voit aujourd'hui des professionnels, des usagers, mais aussi des professionnels qui s'interrogent. Et on voit quelques symptômes ou stigmates d'éco-anxiété apparaître. Et peut-être que ce sujet, il va être à prendre aussi de façon bien plus sérieuse. Voilà. Alors effectivement, le constat, il est là et il a des impacts voilà, à la fois sur les personnes accompagnées, hein, cette question d'habitabilité de la planète pour les personnes vulnérables et aussi pour les personnes qui les accompagnent. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, notre secteur a une carte à jouer. C'est toujours le Shift Project qui le dit dans son rapport Décarbonons l'autonomie. Une carte à jouer parce que déjà, ce secteur de l'autonomie représente autour de 5% de l'emploi en France. Parce que dans nos activités, on est en lien avec ces questions climatiques au quotidien et on va le voir après nous, dans ce qu'on a pu mettre en place à l'échelle du réseau et des coopérations, qu'on est bien entendu concerné par ces ressources, les ressources que ce soit en termes d'énergie, mais aussi les ressources, les matières premières en alimentation, les ressources pour le matériel qu'on peut utiliser. Donc, on est déjà dans cet enjeu de soutenabilité des modèles et d'habitabilité de la planète. Ce que montre aussi ce rapport du Shift Project, c'est que il identifie les différents postes les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc là, en l'occurrence, vous le voyez sur le schéma, c'est l'alimentation, les bâtiments et les transports. Alors, c'est sans doute pas une surprise si vous avez commencé à vous intéresser un peu à ce sujet, mais pour nous, ça a un peu confirmé aussi la feuille de route de ce qu'on pouvait mettre en place à l'échelle du réseau en termes de dynamique collective. Et surtout, ça confirme que oui, on peut faire bouger les lignes puisque ce sont vraiment des secteurs qui font partie de notre quotidien. Et pour faire bouger les lignes, on a commencé aussi dans notre cheminement et avant de mettre en place les coopérations à l'échelle du réseau par un outil qui a été un sacré accélérateur. Ça s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. Voilà, je vais vous partager un petit peu l'expérience que l'on a vécue. Donc, comment nous nous sommes mobilisés? Eh bien, moi, j'ai eu l'opportunité, en tant que directrice de l'association ALAP, d'inscrire l'association à la Convention des entreprises pour le climat dans l'Ouest en 2023, sur le même modèle que la Convention citoyenne. La Convention des entreprises pour le climat a regroupé 60 organisations représentées par un binôme, un dirigeant et un Planet Champion. Notre objectif, pour réaliser donc il s'agissait de réaliser un parcours initiatique qui visait à repenser notre modèle dans le cadre des limites planétaires. Modèle économique, modèle de fonctionnement, etc. Un parcours basé sur une méthode, la méthode tête, cœur, corps, pour, du côté tête, assimiler les informations, parce qu'elles sont connues, on voit bien, les médias nous diffusent énormément d'informations. Comment se les approprier, comment les assimiler, pour les ressentir aussi, au travers de cette logique cœur. Donc, ressentir les choses et se mettre en mouvement, le corps. Donc, et produire, l'objectif quand même, il y avait un objectif, c'était de produire pour chacun de nous une feuille de route de description de notre activité en harmonie avec le vivant. Alors, j'ai proposé à Marion du réseau Graal d'être ma Planet Champion afin de partager cette dynamique à l'échelle d'un réseau, la mettre en œuvre à l'échelle d'un réseau et pas seulement à l'échelle d'une association pour avoir un impact plus puissant. Ce parcours, il a été inspirant pour nous, il a été impactant pour moi et il nous a permis de mobiliser à l'échelle du réseau
en proposant à l'occasion d'un séminaire, donc une journée de réflexion le 11 mai dernier, il me semble, hein, c'est ça, le 11 mai dernier, ouais. Donc, on a organisé ce séminaire sous la forme d'une mini CEC, en y intégrant justement la méthodologie tête, cœur, corps, avec de l'info proposée par les experts, de l'émotion et de la mise en mouvement. Ce séminaire, donc le 11 mai dernier, a permis de sensibiliser à cette thématique qui parfois, comme on le disait tout à l'heure au début du webinaire, est ressentie comme éloignée de nos enjeux. Donc, notre ambition a été de fédérer des acteurs du champ social et médico-social en faisant converger, donc des acteurs hors Graal, hein, présents aujourd'hui, en faisant converger les énergies pour se mettre en mouvement et avancer ensemble sur différents chantiers qu'on avait repérés et qui étaient au cœur des préoccupations des organisations et de celles de nos usagers. Donc les chantiers, donc il s'est agi pour faire vivre cette journée qui avait quand même suscité un intérêt important. On a mis en place des groupes de travail collaboratifs pour travailler ensemble sur les fameuses thématiques. Donc 5 thématiques ont émergé parce qu'elles relevaient des besoins des personnes accompagnées et des difficultés rencontrées dans les organisations. Donc les 5 thématiques sont la mobilité des usagers, la mobilité des professionnels, la gestion des déchets, l'alimentation, les achats et les ressources et le numérique. Et on voit que ces groupes de travail qui ont émergé des besoins, ils convergent avec ce qui a été identifié dans le rapport Décarbonons le secteur de l'autonomie proposé par les shifters, puisque finalement, c'est là que se situent les impacts les plus importants. Voilà, donc nos groupes se sont mis au travail. Je ne vais pas vous lister tout ça, mais en tout cas, la coopération, la rencontre tout simplement entre les acteurs, ça a permis de faire émerger des actions très concrètes sur ces 5 thématiques. Si j'en prends une, par exemple, sur la gestion des déchets, on voit que la gestion des biodéchets, on est obligé de traiter nos biodéchets depuis le 1er janvier, c'est pas si simple, parce que la loi est là. Malgré tout, dans les territoires, les solutions proposées ne sont pas toujours disponibles pour traiter ces biodéchets. Eh bien, ça a permis que les acteurs se rencontrent, de partager ensemble des pratiques innovantes, mais aussi des pratiques de territoire. Et aujourd'hui, ça nous aide, en ayant en tête tout ce qui se propose et tout ce qui se pratique, d'être force de proposition auprès des politiques qui eux aussi ont besoin de la remontée d'informations pour développer des nouvelles pratiques de territoire. Donc voilà un exemple sur les déchets. Un exemple sur le numérique. Ça a permis dans nos institutions de faire se rencontrer les acteurs de l'informatique. Aujourd'hui, on voit que c'est un sujet stratégique dans nos établissements. C'est important que les professionnels se rencontrent, partager des infos spécifiques, développer des défis collaboratifs, par exemple le Clean Up Day qui va avoir lieu là bientôt pour nettoyer un petit peu notre empreinte carbone, en tout cas le stockage de nos données sur nos ordinateurs. Et d'autres thématiques, par exemple sur l'alimentation. Un exemple très concret dans le groupe alimentation, c'est de développer des formations de nos chefs restaurants, de restaurants collectifs, pour imaginer peut-être de la transition alimentaire, de la formation à la cuisine un peu plus végétarienne, etc. Et ça, chacun de nous le fait dans les établissements. Finalement, ça a de l'intérêt de le faire ensemble pour faire évoluer pas à pas les pratiques. Voilà, donc voilà des exemples concrets que cette mobilisation a permis, la rencontre d'abord et puis la mise en mouvement des acteurs, chacun à son niveau. On voulait aussi vous partager à l'occasion de ce webinaire un peu du coup où on en est aujourd'hui, effectivement, et finalement ce qu'on peut retirer aussi de ces démarches collectives et coopératives, et partager peut-être en tout cas nous ce qu'on a relevé comme étant des leviers motivationnels ou des pratiques qui sont percutantes. Ce qu'on a remarqué à travers notre petite expérience pour commencer, c'est la nécessité de construire ou de déconstruire et puis de reconstruire des récits, des histoires qui donnent envie d'aller vers ces nouveaux modèles, vers le modèle qui a été présenté tout à l'heure de Kate Raworth sur cet espace sûr et juste. Je m'explique. Ici, vous voyez normalement sur l'écran 4 photos qui correspondent à 4 modèles, 4 histoires. De tout temps, l'homme a vécu, s'est construit, s'est raccroché à des récits culturels, des récits religieux, politiques, aujourd'hui aussi beaucoup cinématographiques dans les séries, donc sur les réseaux sociaux avec des influenceurs qui nous racontent ce que c'est qu'une belle vie, une vie réussie, etc. Les récits, les imaginaires, ils créent des émotions et ils influencent énormément les conduites, les choix de toutes et tous. Or, le récit encore majoritaire aujourd'hui, c'est le premier en haut à gauche. Continuons de consommer, c'est important, c'est ça qui va nous rendre heureux, quitte à briser le plafond environnemental, à jeter aussitôt, comme là on parle beaucoup en ce moment de la fast fashion. Voilà, continuons de consommer sans trop nous poser de questions parce que c'est ça qui fait aussi la richesse d'un pays. C'est cette idée finalement
pardon pour la petite référence musicale, mais que chantait Souchon quand il disait qu'il faut avoir de l'avoir plein nos armoires. Et ça, c'était il y a 30 ans. Le second récit, c'est celui de la technologie qui viendra nous sauver. L'homme, comme on le disait tout à l'heure dans les petites phrases qu'on avait pu relever, l'homme est un inventeur. Si notre planète s'épuise, enfin qu'on épuise notre propre planète et ses ressources, l'homme trouvera des solutions, c'est possible. Bon, voilà, alors c'est possible, on ne sait pas trop, c'est souhaitable certainement pas, et de toute façon, si ça l'était, ce serait certainement pour une toute petite partie de la population, et certainement pas pour les personnes comme nous qu'on accompagne. La troisième histoire, c'est celle qui nous raconte que la sobriété, elle est sacrificielle, c'est-à-dire que la sobriété, c'est forcément renoncer, perdre en confort, en progrès. C'est le retour aux années 50, aux charrettes, à la bougie, à la vie façon Amish, comme on a pu l'entendre, fini la 4G, fini la rapidité, tout ça. Voilà, ça, c'est aussi un récit qu'on peut entendre. Nous, c'est pas celui dans lequel on croit, comme on le disait tout à l'heure, et c'est pas celui dans lequel on essaie d'embarquer les parties prenantes et les écosystèmes de coopération. Nous, on pense effectivement qu'il existe une autre histoire. C'est celle où la planète, effectivement, reste habitable grâce à une sobriété heureuse. Et la puissance de ce récit, nous, on a pu l'expérimenter, c'est pour ça qu'on voulait vous le partager. Elle est énorme, cette puissance-là, pour peu qu'on ait des outils pour la raconter, pour embarquer les parties prenantes de nos organisations. Pourquoi elle est puissante aussi? Isabelle, tout à l'heure, en parlait en introduction, parce qu'elle est très cohérente avec les valeurs de solidarité, d'humanité, de partage et d'équité du secteur, de notre secteur professionnel, notre écosystème professionnel. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est la nécessité de comprendre que nous sommes tous, et on revient sur la question des coopérations, que nous sommes tous interconnectés, que c'est important de, effectivement, faciliter les coopérations, les développer, les renforcer à l'intérieur de nos secteurs, mais aussi sur un territoire géographique au-delà. Les groupes de travail dont on a parlé plus haut, ils permettent à la fois d'aller plus loin, de conserver la dynamique et de challenger aussi les organisations internes. C'est comme s'il y avait un double effet à l'intérieur des organisations et aussi à l'échelle effectivement d'un territoire pour embarquer le plus de personnes possible. Les coopérations, c'est aussi l'importance des effets de lisière. C'est un peu le schéma que vous avez en haut à droite. C'est dans la lisière, là où se croisent deux, voire plus d'écosystèmes, que c'est le plus riche en milieu naturel. Donc nous, ce qu'on cherche à faire aussi dans nos coopérations, c'est à créer ou à identifier les lisières, à décloisonner, à multiplier les partenariats, les ouvertures, et encore une fois, pas seulement à l'intérieur du secteur social et médico-social, mais bien aussi avec voilà, des partenaires qui ne seraient pas forcément dans notre secteur d'activité, mais qui eux aussi auraient envie de faire bouger les lignes, de changer les modèles. Et enfin, on parlait d'outils pour embarquer, pour créer des nouveaux récits. On vous en a mis quelques-uns là, The Week, la marche du temps profond, la fresque des nouveaux récits, et puis un partenaire aussi sur le territoire qui est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, et qui aussi a cette mission d'accompagner aux transitions environnementales. Nous, ce qu'on a découvert, en tout cas jusqu'à présent dans notre parcours, c'est la richesse et le nombre d'outils qui existent et qui peuvent nous permettre justement de créer ces mouvements, ces élans collectifs. Voilà. Alors, sur ces deux images, ce que je voulais vous témoigner, c'est que des projets de transition profonde sont possibles et même joyeux. Donc, je vous partage un événement qu'on a organisé sous la forme d'un séminaire institutionnel l'année dernière au mois de juin au sein de l'association ALAP. De nouveau, on n'a pas réinventé le monde finalement, on a fonctionné sur la même thématique que ce que proposait la CEC, on s'en est inspiré avec toujours cette méthodologie tête-cœur-corps. Donc, ce séminaire institutionnel, son objectif, c'était de réfléchir tous ensemble. Donc, l'ALAP, c'est une centaine de salariés. Donc, on était regroupés avec ceux qui étaient disponibles pour réfléchir à notre impact et à imaginer un nouveau modèle de fonctionnement peut-être plus vertueux. Donc, sans se mettre une ambition énorme, l'idée, c'était de réfléchir ensemble et de partager. Donc, le matin, on a organisé cette journée en proposant d'abord aux professionnels une marche du temps profond. Marion en parlait tout à l'heure. Donc, cette marche du temps profond, elle vise un peu à comprendre, à avoir accès à la connaissance, mais surtout à intérioriser, à se rendre compte à quel point l'impact au niveau de l'humanité peut être important et comprendre un petit peu quels en sont les ressorts. Donc, on a proposé ça aux salariés le matin et l'après-midi, sous forme d'atelier, vous voyez la photo à droite, on a proposé de rêver ensemble. L'association s'appelle ALAP, donc Rêvons ensemble ALAP 2030. Et au final, moi, je peux vous dire que cette journée, elle a été impactante parce que je me suis rendu compte que finalement, ce qu'on proposait, un groupe de salariés, une équipe, a proposé de transformer un des lieux de vie de l'association, un foyer de vie, en un éco-hameau.
Donc, la proposition a été notamment de proposer un lieu de vie sur le mode d'une société peut-être plus juste, plus équitable, plus sécurisante et plus vertueuse. Et donc, ils avaient plein d'idées sur les biodéchets, sur l'organisation sociale, sur l'énergie, et puis un aspect sur la restauration. Il s'avère que notre restauration, dans ce lieu de vie, on accueille 40 personnes et une cinquantaine de salariés, donc était traitée par un prestataire externalisé. Donc, les salariés ont proposé, pourquoi pas, de repenser cette restauration sous un mode internalisé, en reprenant la main sur les repas et en faisant appel notamment à des cuisiniers, bien sûr, mais surtout en circuit court, localement très intégré sur le territoire et complètement en bio. Il s'avère que c'était ma feuille de route. C'était ma feuille de route au niveau de la CEC. Je me suis rendu compte que finalement, quand on laissait la place au rêve, eh bien, quelquefois, il était convergent et que c'était pas si compliqué à mettre en œuvre. Donc, ce que je peux vous partager, c'est que cette réalisation, elle a été effectuée, puisque sur la transition alimentaire, on a basculé le 1er février 2024. Et puis, les 2 dernières photos, les photos du bas, c'est un défi coopératif. Et là, je vais revenir un petit peu sur un exemple concret de la richesse des coopérations et des effets de lisière dont témoignait Marion tout à l'heure. Lors de la CEC, il y avait un acteur dans les 60 organisations, et c'est la SNCF. Et la SNCF a été à l'origine un défi collaboratif pour répondre à une difficulté, à un impact important qu'ils avaient sur un de leurs sites, et notamment à Rennes. À Rennes, sur le Technicentre, un lieu en cœur de ville, près du cimetière de l'Est, où ils réparent des trains. Un lieu quand même très, très grand. Et on voit que ce lieu, il est fortement, fortement minéralisé. C'est pas une friche industrielle, c'est une zone en activité, mais où il n'y a pas beaucoup de place pour la biodiversité. Et Nicolas Poisson nous a proposé, à la CEC, à plusieurs acteurs, sans savoir qui allait se mobiliser, de justement se mobiliser tout ensemble pour imaginer quoi faire sur ce lieu et notamment le renaturer. Donc nous, en tant que GRAL, en tant qu'association aussi, on s'est mobilisé en disant peut-être que là aussi, on a notre place à jouer, à prendre une part en disant que ce défi de renaturation, il pourrait être inclusif. Pourquoi ne pas faire participer des personnes en situation de handicap et à ce projet de renaturation? Donc, on en est très content puisqu'il a mobilisé des acteurs vraiment différents, l'INRA, des acteurs des architectes urbanistes, la SNCF, nous, plein d'acteurs, et qu'il va voir le jour le 23 mars prochain avec la renaturation et la plantation de centaines d'arbres sur une zone là qui va permettre de créer un îlot de fraîcheur en cœur de ville à Rennes. Puis peut-être un endroit plus symboliquement plus intéressant pour les professionnels pour travailler. Donc voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que se mettre en mouvement, c'est pas simple, je ne vends pas un modèle, un rêve. Se mettre en mouvement, c'est pas simple, mais ça apporte beaucoup de fierté. Ça apporte ce sentiment d'être aligné, de donner du sens à son travail. Et pourtant, le sens, il manque pas dans les organisations médico-sociales. Mais je crois que pour beaucoup, pour quelques professionnels chez nous, ça a aujourd'hui du sens de pouvoir se questionner sur son impact. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il ne s'agit pas que d'innovation. Ça peut faire peur, l'innovation, mais la transition écologique, ça passe pas que par le progrès et l'innovation, au contraire. Je crois que c'est surtout des projets simples qui sont créateurs de liens. Et ça, c'est vraiment important. Et que s'engager dans cette démarche, ça peut être convergent avec une société plus inclusive pour que justement les personnes en situation de handicap y trouvent leur place. Et je trouve que le projet SNCF, il est assez parlant pour ça. Pour finir, on prend encore 1 minute, Isabelle, pardon, je sais qu'on a dépassé déjà d'1 minute, mais… 1 minute, c'est bien, Marion. Comment? 1 minute, c'est très bien, Marion. Ok, on s'y tient, on s'y tient. On voulait vous laisser avec trois dernières diapos qui sont très rapides. Une petite question que vous pouvez vous poser ou que vous pouvez vous noter pour plus tard, vous poser aussi dans votre écosystème professionnel. Finalement, c'était quand mon dernier vrai contact avec la nature, faune ou flore, dans le cadre professionnel? Voilà, vous verrez que c'est pas si évident que ça d'y répondre. On voulait vous laisser avec une deuxième chose, c'est une proposition. En tout cas, nous, c'est ce sur quoi on travaille aussi. Une proposition, c'est d'adopter le réflexe de considérer que la planète est déjà une de nos collaboratrices, avec du coup, comme chacun, une place capitale dans le fonctionnement des organisations.
Et si on lui demandait son avis pour toutes les prises de décision, qu'est-ce qu'elle dirait sur telle sortie qu'on organise avec voilà, des personnes accompagnées, sur la façon dont on envisage cette sortie au niveau du transport? Est-ce qu'il n'y a pas des mobilités douces qu'on peut utiliser plutôt que des voitures ou des minibus? Qu'est-ce qu'on va manger pendant cette sortie? Est-ce qu'on va privilégier un repas où on sait que voilà, on a un impact beaucoup plus vertueux sur la planète? Enfin, en tout cas, de se poser systématiquement ces questions, de la convier à notre table, finalement, la planète, et de se dire qu'est-ce qu'elle nous dirait là au moment où il faut qu'on prenne des décisions. Et puis donc pour finir, et du coup on respectera à peu près le temps, une citation voilà, qu'on a un peu piquée dans la Convention des entreprises pour le climat, mais qui nous provoque chez nous en tout cas un bel élan, parce qu'on croit qu'effectivement dans les coopérations, pour maintenir l'habitabilité de notre planète, a fortiori pour les personnes les plus vulnérables, c'est important de partir de ça. Donc voilà, ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peut changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. C'est Margaret Mead qui l'a dit, et c'était une anthropologue et une des premières militantes contre le réchauffement climatique en 1975. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention et puis le partage de la claque qui finit pas de nous réveiller. Le schéma du donut tel qu'il est cuisiné aujourd'hui, effectivement, était très explicite et on peut que saluer le travail que vous menez avec le réseau pour participer au changement de la recette. Donc, d'abord, effectivement, peut-être, vous avez abordé la question du changement que ça suppose et les leviers pour activer ces changements. En même temps, on sait que effectivement, c'est une réflexion que partage avec nous Isabelle. La perspective des changements de pratique est souvent perçue comme un effort. On se heurte à des freins souvent quand on veut activer du changement. Et la question, c'est comment vous avez fait au sein de vos établissements pour embarquer tous les acteurs? Alors, je vais commencer peut-être par répondre, mais justement, nous, à la LAP, moi, j'ai rédigé ma feuille de route, on appelle ça feuille de route régénérative lors de parcours CEC. Et c'est vrai que rédiger, un directeur qui rédige, alors j'avais mon conseil d'administration, bien sûr, hein, rédiger la feuille de route pour avancer pas à pas et cheminer dans la prise de décision, c'est intéressant. Mais ça se fait pas tout seul. Et la question, notamment, la CEC, c'était plusieurs sessions, 6 sessions de 2 jours. Et l'une des sessions, justement, ça répond à la question que vous posez, l'une des sessions s'intitulait Embarquer l'équipage. Parce que justement, il s'agissait de réfléchir à comment ne pas avancer tout seul et justement avancer avec son groupe, quoi, son groupe professionnel, son groupe quelquefois familial, son groupe, enfin, peu importe, embarquons notre équipage. Donc comment faire? Eh bien, l'une des réponses que j'ai trouvées au niveau de l'association, ça a été de créer ce séminaire pour partir ensemble d'un constat commun et imaginer quelque chose ensemble. Un autre outil, ça a été de proposer aux équipes sur un des établissements l'outil The Week. Donc, vous pouvez regarder, c'est un outil associatif qui est accessible à tous gratuitement. Et c'est un outil très puissant qui n'est pas à la hauteur d'une CEC, parce que forcément, que faire une CEC pour une organisation, c'est énorme. Ça a un coût aussi, un coût humain, un coût en temps, etc. Donc, il y a des outils qui existent. Marion les a montrés tout à l'heure. La marge du temps propre, ça peut être un outil pour fédérer son collectif et penser des solutions à l'échelle de son groupe. Mais cet outil The Week, moi, j'ai trouvé qu'il était très puissant. Et je pense qu'il peut se tester à l'échelle d'un petit groupe et puis même d'un plus grand groupe ensuite. Voilà, donc ça, c'est des pistes pour embarquer son collectif. Peut-être pour compléter aussi, il n'y a pas longtemps, on était à Scoria, merci d'ailleurs de nous avoir accueillis, pour une conférence qui faisait suite à l'événement qu'on avait organisé le 11 mai, et où on avait la présence de Pauline Caroni d'Openland, et entre autres choses, il y avait aussi cette idée que c'est intéressant dans son organisation de pouvoir repérer différents profils sur lesquels on peut s'appuyer, parce qu'effectivement, tout seul, c'est compliqué. Donc, le mouvement, il faut qu'il soit un peu partagé, un peu collectif. Et notamment 3 profils, en tout cas moi, de ce que j'ai retenu, des gens qu'on pourrait qualifier comme étant des connaisseurs, des gens qui sont, voilà, qui ont des billes vraiment objectivées, scientifiques, voilà, sur les questions environnementales et qui peuvent du coup partager des connaissances. Les connecteurs, ces gens-là qui sont dans vos organisations, dans nos organisations et qui sont très forts pour faire du lien, pour fédérer autour de projets, autour de peut-être de nouveaux imaginaires aussi, de nouveaux récits.
Et puis, des ambassadeurs qui vont pouvoir aller chercher aussi justement des coopérateurs qui vont pouvoir ouvrir un petit peu les partenariats sur voilà, d'autres acteurs, pas forcément dans l'organisation, mais aussi ailleurs. En tout cas, de repérer ces trois profils-là sur lesquels, avec qui peut-être constituer une équipe un peu pour mettre en mouvement l'organisation. C'est déjà assez intéressant. Et puis aussi, je retiens ce qu'elle disait sur le fait de célébrer. Alors déjà, de pouvoir enfin, noter, en tout cas, formaliser, mettre sur table tout ce qui se fait déjà. Il existe déjà énormément dans les organisations d'actions mises en route, sauf que souvent, elles ne sont pas forcément raccrochées les unes aux autres, elles sont peut-être un peu isolées, pas forcément voilà, mises en cohérence et pas forcément valorisées. Et ce qu'elle nous dit aussi, Pauline, c'est que c'est important de célébrer toutes ces petites victoires et d'allier les petites victoires, les quick wins, avec des plus grands élans, des projets d'un peu plus, voilà, de plus grande ampleur. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, tout à fait, si. Vous questionnez sur les freins quand même, je réfléchis et en effet, il y a des freins, mais je crois que le chantier est tellement vaste sur la transition écologique que quelquefois, et moi-même, hein, je peux témoigner, on a peut-être tendance à un peu trop voir les freins. Or, je crois qu'on a quelque chose d'important, de puissant dans nos activités, dans notre secteur professionnel, c'est qu'on a des professionnels déjà sensibilisés et engagés. Alors, pas tous, mais il y en a quand même beaucoup. Et si on a envie d'écouter un peu ce discours, il y a des gens sur lesquels on peut s'appuyer. Je pense il faut s'en saisir et peut-être ne pas trop écouter toujours les discours un peu pessimistes. Je crois que c'est important de s'entourer en effet des personnes qui ont envie d'avancer et il y en a dans notre secteur, je crois. Bah, c'est le message que vous nous avez fait passer avec le partage de tout ce que vous menez comme Cécile, travaux avec le réseau, en tout cas. Cécile, est-ce que je peux ajouter un commentaire? Oui, bien sûr. Oui. Par Allez-y. rapport à ce que vous venez de dire, il y a une chose, vous êtes passé un peu vite, c'est le fait que la plupart du temps, les personnes, quel que soit leur métier, ont souvent une intuition ou une connaissance de ce qu'elles pourraient faire ou de ce qu'elles font déjà, qui pourrait s'inscrire au titre d'une démarche de responsabilité. Et très souvent, c'est une question d'adaptation, de transformation de ses propres compétences. Et les personnes ont souvent une intime conviction qui n'est pas toujours autorisée ou pour laquelle elles ne s'autorisent pas à s'exprimer ou à faire. Et c'est souvent la première étape décisive, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes comprennent que le changement ne va pas leur demander de modifier ou de transformer leur activité de fond en comble, mais qu'elles sont souvent déjà dans un processus d'adaptation. Et donc on le voit très bien, et les étudiants qui sont autour de la table connaissent très bien ces processus-là, c'est de comprendre quelle est l'activité de ces personnes et de les aider à s'approprier la démarche pour qu'elles se disent véritablement qu'elles peuvent déjà elles-mêmes ou qu'elles sont déjà elles-mêmes dans des processus de transformation. Et c'est un levier extrêmement important qu'on oublie trop souvent et qui est probablement un moteur pour ne pas parler des freins, mais s'engager dans des processus très incitatifs à partir des personnes elles-mêmes. Et vous l'avez démontré d'une certaine façon en plus. Merci beaucoup, Monsieur Potel. Alors, dans la conversation, là, je vois deux réflexions et questions. D'abord, sur notre secteur, le secteur de l'autonomie, dont vous avez dit qu'elle représentait 5% des emplois. Est-ce qu'on a des mesures, des taux relatifs à ce qu'il représente quant à son empreinte carbone? Il y avait cette question-là. Et par ailleurs, je vais lier les deux questions. Une réflexion sur ce que représentent nos déplacements en tant que professionnels dans le champ du secteur social et médico-social, avec une centralisation souvent des activités dans des zones urbaines. Alors là, on parle de Rennes, donc avec effectivement une réflexion sur est-ce que, parce que l'insertion sociale et professionnelle peut être pertinente aussi en milieu rural, la solution ne serait pas de revenir à des associations à taille humaine et présentes sur l'ensemble du territoire. Donc revoir aussi des organisations de travail pour pouvoir effectivement participer de ce développement durable. Je vous propose un premier élément de réponse et Marion complétera.
sur les chiffres. Donc, le rapport du Chiffre Project Décarbonons le secteur de l'autonomie est accessible facilement en ligne. Donc, allez voir, vous verrez tous les chiffres. Là, moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai lu dans ce document, c'est que ça donne des chiffres liés au secteur de l'autonomie sans forcément le comparer aux autres secteurs. Mais dans le secteur de l'autonomie, ce qu'on vous a montré, c'est que la part alimentation, c'est la part la plus importante. C'est le secteur le plus important. Ça représente 27% de nos émissions, mais dans notre secteur. La mobilité, puisque votre question c'est sur la mobilité, il me semble que c'est le deuxième, le troisième. Donc moi, ça m'avait surpris. Je pensais que c'était cette part, l'aspect transport et mobilité, qui était le plus important dans notre secteur, mais ça ne l'est pas. Donc vous dire la part des émissions du secteur, de notre secteur santé, autonomie, versus le reste, je ne sais pas si cette donnée, elle existe. Peut-être, faudrait vérifier. En tout cas, là, ce qui est vraiment est présent dans le rapport, c'est quelles sont nos activités les plus importantes dans notre secteur. Et déjà, ça peut nous donner des orientations pour agir, en fait. Sur quoi? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur la transition écologique, mais c'est aussi important d'avoir cette notion d'échelle. Agissons aussi sur les choses qui vont être les plus impactantes. Et donc, c'est important d'en avoir connaissance. Et moi, la part alimentaire, étant donné qu'on regroupe sur des restaurants collectifs, je ne pensais pas que c'était à cet endroit-là que se trouvait notre impact le plus important. Et je me suis dit, mais là, en plus, il y a moyen d'agir, quoi. Voilà. Donc voilà pour répondre en partie à votre question. La deuxième partie de la question, C'était sur des associations, enfin, ou en tout cas des structures à taille humaine. Alors, bah oui, bien sûr que moi, ça me fait penser aussi à la question de la ville, enfin de la ville, ou en tout cas d'avoir une vie avec finalement son domicile et autour, dans une proximité de 15 km, je crois, c'est ça, l'ensemble finalement de nos activités, qu'elles soient professionnelles, de loisirs, voilà, pour les achats, etc. Forcément que la question des mobilités, elle pose plein de questions. Elle pose effectivement la question de l'organisation des activités, de l'organisation du recrutement aussi. Est-ce que, voilà, à terme, finalement, il ne faudra pas se poser la question de jusqu'où géographiquement on s'autorise à recruter, voilà. Et pour les candidats, jusqu'où j'ai envie de postuler parce que je sais que finalement, ça va avoir un impact. Alors, si je peux prendre le train, c'est super. Si je peux pas prendre le train ou que j'ai besoin de faire beaucoup de déplacements dans le cadre de mon travail, peut-être que c'est des questions effectivement qui vont se poser. Je reviens à notre image tout à l'heure de qu'est-ce que dirait la planète si on devait l'interroger dans toutes nos prises de décision. Je le dis parce qu'après le 11 mai, on a quelques participants de notre journée qui nous ont dit c'est terrible, je vois tout maintenant avec les lunettes planète. Dès que je fais le choix de manger ci, de faire tel trajet, de faire telle activité, je me dis mais non, mais là, en fait, est-ce que je suis dedans, est-ce que je suis dedans? Il ne s'agit pas du tout de se culpabiliser ou d'être... il s'agit plutôt de s'interroger sur finalement à quel endroit je peux reprendre le pouvoir pour être aligné finalement avec ce que j'ai envie d'imaginer et de participer à créer comme futur souhaitable et désirable en lien avec cette question de l'habitabilité de la planète. Donc, pardon, j'ai un peu digressé par rapport à la question de la mobilité. Mais oui, forcément, d'avoir des mobilités, des mobilités, des organisations qui soient à taille humaine et surtout pas centralisées sur une métropole, mais plutôt accessibles et de proximité, ça a du sens à plein d'endroits et pas que pour la question environnementale. Il n'y a plus de micro, Cécile. Pardon, excusez-moi. Oui, pour poursuivre, là, je relais une nouvelle question d'Isabelle là, sur la plus-value, les plus-values à ce jour pour les professionnels et les personnes accompagnées que vous avez pu identifier. En particulier, est-ce qu'il y a des impacts positifs sur la santé physique, psychique des personnes, enfin, ce que vous avez pu déjà évaluer de ce travail mis en œuvre? Alors, je vais témoigner, c'est un peu tôt, mais je peux déjà relayer quelque chose. Donc, nous avons fait notre bascule. Alors, il a pris longtemps, hein, puisqu'on a commencé en juin l'année dernière, et on a basculé au 1er février. Donc, c'est 6, 7, 8 mois de réflexion, de mise en mouvement, d'organisation. Mais ce que je peux dire, c'est qu'un mois après avoir fait la bascule sur quelque chose d'assez simple, hein, finalement, c'est pas révolutionnaire, c'est de reprendre la main sur notre alimentation, ça génère de la fierté. Et quelquefois, je trouve que dans le secteur, malheureusement, on peut voir des professionnels parfois un peu désabusés, quoi. Désabusés pour plein de sujets. Je ne vais pas rentrer dans les détails, salariaux, etc. Bon. En tout cas, de se mettre en mouvement sur quelque chose qui a du sens, qui est vertueux, ça a redonné de la fierté.
Puis ça a redonné tout simplement l'envie de manger, hein, parce que clairement, on avait une désertion de notre restaurant. Aujourd'hui, on a plein de gens qui reviennent. Donc ça, et puis même pour le directeur, pour moi, je trouve que c'est valorisant en fait de se dire que oui, on a réalisé une action qui a un impact. Parce que demain, c'est pas juste de faire de la restauration et d'avoir recruté 2 ou 3 cuisiniers. C'est aussi de faire vivre un écosystème local. Il y avait la crise des agriculteurs il y a pas longtemps, de permettre à des personnes, des partenaires de vivre dignement de leur métier sur notre territoire parce qu'on va jouer la carte de la fidélité, parce que dans notre projet, c'est pas que le bio et le local, c'est aussi travailler sur la durée avec des partenaires en fidélisant, en sortant d'une relation client-fournisseur qui est forcément là, mais qui est plutôt basée sur la confiance, la durée, la fidélité, le respect du travail, etc. La communication, faire se rencontrer les producteurs qui sont à 5 kilomètres, qui produisent des choux et des patates avec nos résidents. Ça change un peu la relation, en fait, au travail. La relation le lien. Donc voilà. Et je pense que là, je pars de la restauration, mais dans plein de sujets, il faut qu'on change la relation avec nos partenaires, avec nos fournisseurs. Et rentrer dans une dynamique de transition, c'est changer ça en profondeur. C'est ne pas voir que la notion de prix, en fait. Parce que si on s'attache au prix, ah oui, bah non, c'est pas la même relation. Moi, j'avais juste envie de rajouter une chose, c'est par rapport à, tout à l'heure, on parlait de la question de la santé mentale et de l'éco-anxiété. Et vous posiez la question là de l'impact et de la plus-value. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, chez les personnes qu'on peut accompagner, qui entendent plein d'informations, on est aussi dans cette infobésité aussi, hein, donc au quotidien. Et puis vis-à-vis des jeunes aussi, qui effectivement, moi, c'est un public que je connais bien, qui est soumis aussi non seulement à toute cette information, mais aussi un peu à cette responsabilisation un peu forcée, c'est-à-dire qu'on leur dit souvent, non mais vous qui arrivez là, voilà, vous avez pas du tout eu la même éducation, vous avez été biberonné un petit peu à ces questions de transition, vous allez pouvoir faire bouger les choses, alors que concrètement, c'est nous qui sommes dedans actuellement, donc on a aussi on a d'autant plus cette responsabilité-là. Et le fait de se mettre en mouvement collectivement, en mettant en place des actions très concrètes, en parlant et en se rendant compte qu'on n'est pas seul avec ces questions-là, pas seul avec nos inquiétudes, et en agissant très concrètement, je trouve que ça a un vrai impact et une vraie plus-value pour justement les possibles éco-anxiétés qui pourraient se développer à la fois chez les personnes accompagnées et chez voilà, l'ensemble de l'écosystème, quoi. Merci beaucoup. Juste peut-être une dernière chose, vous avez abordé tout à l'heure les, les choses à gérer qui seraient des pénuries d'eau. Enfin, il y a quand même des enjeux assez importants, mais ça m'a activé un échange que j'ai pu avoir récemment avec une étudiante qui est à Mayotte et qui m'a conté son quotidien de travail à Mayotte dans un contexte de grande pénurie d'eau. Et c'est vrai que là, je me suis pris une claque parce que c'est vrai que quand on voit ces éléments-là en information télévisuelle ou à la radio, on est loin de se rendre compte de ce que ça a produit en termes de réalité. Est-ce qu'il y a des actions qui sont anticipées ou pensées en amont pour répondre justement à ce type de crise qui pourrait survenir aussi dans nos secteurs? Alors nous, à notre niveau, on est dans la gestion de crise, l'anticipation, mais sur les mesures, on est sur des mesures un peu préventives, curatives, hein. On peut pas intervenir au niveau du système. Par contre, en effet, ce qu'on nous demande aujourd'hui, puisqu'on a quand même des soutiens, mais c'est d'anticiper ça en stockant de l'eau, alors en stockant de l'eau en bouteille, hein. On ne vous cache pas que sur le plan écologique, ça pose question, mais bon, ça nous interpelle quand même, parce qu'on nous prévient qu'en effet, l'été prochain, il n'est pas impossible qu'il y ait des temps de coupure d'eau au robinet, ce qu'a connu Mayotte. Et là, c'est pas des temps courts, c'est des journées entières. Bon, ici, en Ille-et-Vilaine, on n'est pas passé loin, hein, dans le secteur de Saint-Malo et Fougères l'été dernier, hein. Donc, les informations n'ont pas forcément toujours été communiquées au grand public, mais bon, là, on commence à se préparer parce qu'un deuxième été, alors là, notre hiver a été plus pluvieux. Donc, on peut imaginer que ça va peut-être pas être le cas, mais on ne sait pas. Donc, l'été dernier, on n'est vraiment pas passé loin. Donc, cette année, là, il y a besoin de s'organiser. Aujourd'hui, on est plutôt sur des précautions basiques. Donc, c'est un peu stocker d'eau en amont et puis s'organiser avec l'État pour que si besoin était de nous livrer de l'eau dans des citernes, qu'on soit organisé dans un circuit déjà préétabli, en fait. Donc là, je vois que on est identifié comme établissement potentiel. Donc, si l'État devait
proposer de la fourniture d'eau potable via des grosses citernes ambulantes. Le circuit est proposé. Voilà un peu comment ça s'organise. Merci beaucoup. Peut-être, Isabelle, je te repasse la parole pour l'animation de la suite de la conférence. Merci. Merci Marion, merci Delphine, merci Cécile. Merci aussi à nos participants pour toutes ces questions très intéressantes qui prolongent effectivement votre présentation. Nous allons donc pouvoir passer la parole à Julien et Jacques, autoreprésentants, qui vont pouvoir nous présenter de façon concrète et avec toute la fierté, j'imagine, que vous avez de ce que vous avez mis en place dans le cadre de votre établissement, dans le cadre de vos espaces de vie. Voilà, la parole est à vous deux. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Du coup, on se présente pour ceux qui n'étaient pas là au début de la conférence en haut, quoi. Et donc moi c'est Julien, autoreprésentant et chargé des mails au groupe des autoreprésentants d'Ille-et-Vilaine. Du coup, on va vous présenter donc l'intervention sur les éco-gestes aujourd'hui, qui a eu lieu avec donc Myriad, notre chargé RSO. Donc, en septembre 2022, la création du poste de responsable RSO à la DABI 35, développement durable, donc Myriad a été embauché, donc c'est la personne concernée. Donc Myriad a rencontré les ambassadeurs RSO, qui étaient des professionnels volontaires de la DABI 35. Ils ont eu l'idée de faire un guide sur les éco-gestes. Myriad est venu à une réunion du groupe des autoreprésentants pour nous proposer de mettre le guide des éco-gestes en fac. Ouais, en facile à comprendre. En octobre 2022, on a aussi fait un article dans le journal associatif de l'ADAPI 35. Il y avait aussi un challenge des bons gestes pour la planète, pour les établissements ou les personnes qui vivent en autonomie. Myriad a fait un guide et a commencé à simplifier. Ensuite, il y a eu 3 séances de travail de 2 heures avec 7 autoreprésentants. Pendant les séances, on a fait la transcription en fac, donc en facile à comprendre. Dans le guide, on parle de chauffage et la climatisation, la lumière, l'eau, les appareils électroniques, l'informatique, la nourriture, le papier, les déchets, les transports et les documents et vidéos. On a choisi des pictogrammes pour illustrer. Louis, agent des AT, non lecteur et non scripteur, a fait la validation finale des pictogrammes.
Depuis le guide des éco-gestes, il y a eu d'autres actions, des changements dans les établissements de l'ADAPI 35. L'installation des composteurs dans les établissements, la pesée des déchets alimentaires en ESAT pour sensibiliser au gaspillage. Des agents d'ESAT de l'atelier cuisine ont visité des fermes pour voir le circuit court. Il y a eu un défi du zéro déchet après réflexion des agents à l'ESAT de Saint-Jacques. Il y a des changements dans les établissements de l'ADAPI 35. Il y a maintenant des panneaux d'affichage accessibles avec des illustrations. Des photos pour que tout le monde comprenne et fasse le tri, même les collègues qui savent pas lire. Après le défi zéro déchet, on a décidé de supprimer les gobelets plastiques. On a eu des gourdes données par les ESAT pour supprimer les bouteilles en plastique. Les ESAT ont installé des fontaines. Un ESAT a fait une exposition sur les bons gestes pour la planète. Moi, je n'ai pas participé à la mise en FALC du guide des éco-gestes. Au moment de ma retraite, j'ai commencé à prendre conscience qu'il faut être citoyen responsable pour les générations futures. J'ai voulu partager ce sujet car j'ai décidé de faire un tuto avec capacité pour informer les personnes en situation de handicap. Dommage. J'ai eu d'autres envies. J'ai voulu sensibiliser sur le numérique responsable avec le réseau Graal et le collectif ESMS 35. Cette semaine, on lance un challenge aux professionnels. Le challenge s'appelle le grand nettoyage informatique. L'objectif, c'est de supprimer nos mails, nos données numériques. Après le guide des éco-gestes, on veut pas s'arrêter. On veut faire la transcription de la fresque du climat en FALC, donc on passe rien à comprendre, pour la rendre accessible à tous. Il y a eu un premier atelier test à Redon. Et on veut faire avec Myriad un jeu accessible pour sensibiliser à la pollution, à la disparition des ressources de la terre et le climat et la biodiversité. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci. Super. Dommage qu'on n'a pas pu écouter la vidéo. Alors, on n'a pas pu l'écouter parce que c'est techniquement que ça ne pouvait pas se faire ou c'est le temps qui nous manque?
Non, c'était Techniquement. Ouais, ça se lançait pas. Techniquement, ah ouais, Sur YouTube. c'est dommage, oui. Sur YouTube, il faudra essayer. On ira voir chacun sur YouTube alors, parce qu'effectivement, merci beaucoup en tout cas pour le partage de cette expérience, toute cette démarche-là mise en œuvre et puis tous ces supports-là qui ont été créés, qui sont vraiment. Alors, on peut être un peu frustré encore parce on voudrait les décortiquer, mais des supports vraiment très explicites, très pédagogiques. Donc, merci beaucoup. Effectivement, le tuto, là, c'est intéressant. C'est bon. Ah, voilà. Ah, est-ce qu'ils ont toujours le partage? Non. Ah oui. C'est quand on partage, en fait. C'est le partage qui marche. Parfois, la technologie ne fonctionne pas. C'est vrai. Ah oui. C'est bon. Oh, c'est tout. Non, c'est 1 minute. Ouais, c'est bon, je peux. Ouais, je passe. La connexion Internet, peut-être. Ouais, c'est peut-être la connexion web. On n'a pas le son. C'est par contre, je sais pas. Il n'y a pas un micro qui pourrait être. Ils marchent. Ouais. S'ils sont deux, c'est ça. C'est pas ça. Je sais pas. C'est la connexion Internet. Je vous propose qu'on renvoie le lien à nos participants, en fait, pour pouvoir profiter tranquillement et sans les problèmes de technique de ce tuto capacité. Au vu du temps qu'il nous reste, privilégier les échanges et les questions qui resteraient. Cécile, est-ce que tu en as de ton côté? Alors non, sur le chat, là, il n'y a pas de questions spécifiques, ni dans la discussion. D'accord. Alors, peut-être que vous pouvez nous dire comment ça se passe de votre côté pour mobiliser des professionnels sur votre challenge. Parce que c'est intéressant que vous nous parliez effectivement de ce grand nettoyage informatique, dont d'ailleurs tout un chacun devrait être vigilant. Et donc, vous avez eu cette initiative-là. Comment vous faites pour que les professionnels s'emparent de votre initiative? En fait, pour commencer, donc les autoreprésentants ont une boîte mail. Donc tout part d'un mail des personnes en fait qui veulent nous solliciter pour faire des interventions. Et donc avec Myriad nous a proposé et ensuite on a commencé à faire des séances de travail. Pour le challenge, là, pour le nettoyage des mails, c'est un mail qui a été envoyé à tous les éducateurs. Ça, je n'ai pas. Myriad a envoyé Myriad a envoyé, ouais, donc la personne a envoyé un mail à tous les éducateurs pour sensibiliser là-dessus. Les ambassadeurs. trier les mails. Ouais. Pour trier les mails et pouvoir faire au mieux des bons gestes pour la planète. Je dirais que c'est moi qui avais donné ce document qu'on vous a présenté à Isabelle et ça l'intéressait qu'on vienne vous le montrer aujourd'hui. N'est-ce pas, Isabelle? Tout à fait, Jacques, très bien. Alors, il y a un participant qui nous dit de mettre le lien vidéo peut-être dans l'espace questions-réponses ou chat.
Je n'ai pas, moi, directement le lien vidéo, mais est-ce que Barbara, vous l'avez de votre côté? Est-ce qu'on peut le mettre dans l'espace partagé? Voilà. Ou sinon, de toute façon, vous pourrez le retrouver aisément sur le site du CRTS et avec l'enregistrement qui sera à disposition. Et ce même participant vous dit bravo et salue votre belle implication. Merci de notre part. Exactement. Exactement. Ah voilà, ça y est, le lien est partagé. Ah oui, très bien. Merci beaucoup. Merci. Un bonheur de travailler avec vous, d'être là présent pour prendre conscience de tout ce qui se passe dans cette planète et montrer que malgré notre handicap, on peut prendre des décisions. Et avec Barbara, on fait de belles choses, notre personne de soutien qui est présente. Bravo. Les solutions. Comment? On fait tous partie des solutions. Non, les solutions, c'est nous qui les trouvons en fait nous-mêmes. En fait, les solutions, ça part tout part d'un mail pour une intervention et ensuite, nous, les scripts sont construits avec donc Barbara, notre personne de soutien. Et c'est vraiment nos mots qui sont dits pour chaque intervention. Donc, c'est vraiment nos expériences à nous. Et en 2019, quand on a fondé le groupe des autoreprésentantes, c'est la direction de l'ADAPI qui nous avait dit que c'était nous les premiers acteurs, qu'il fallait montrer qu'on a des capacités, qu'on a des valeurs et qu'on pouvait être citoyen comme tout le monde. Et moi, sur la nourriture, c'est grâce à Isabelle quand je suis venu cuisiner la première fois dans son association où j'ai dit, moi, depuis plus d'1 an, je ne mange plus de viande, je mange que du bio et du local. Merci à toi, Isabelle. En tout cas, pour les éco-gestes, c'est vraiment un plaisir qu'on a eu de travailler avec Myriad pour faire un remerciement quand même à Myriad parce que c'est grâce à elle si on l'a simplifié, parce qu'en fait, elle a fait 2 guides. Elle en a fait un en facile à lire et à comprendre et un qui est donc non facile à lire et à comprendre pour les personnes qui voudraient le lire en intégralité avec plus de détails dedans. Merci Myriad qui est collée, qui est effectivement responsable RSO à l'ADAPI 35 et qui est avec nous en distanciel, qui ne peut pas prendre la parole, mais qui a remis le lien le lien en fait de la vidéo là à disposition de tous les participants et qui fait un joli travail avec vous notamment et avec d'autres pour un meilleur environnement et pour la santé de tous. Alors, est-ce qu'une dernière question serait en vue ou... Non, Isabelle, il n'y a pas d'autres questions. Après, c'est vrai que les limites du webinaire ne permettent pas aux participants peut-être de témoigner d'actions de ce type qui peuvent aussi dont ils peuvent avoir connaissance ou dans lesquelles ils sont impliqués. Si c'est le cas, peut-être dans le chat, ne pas hésiter à nommer des exemples d'actions qui sont effectivement partagées, réalisées au sein de vos établissements respectifs. Alors peut-être on peut parler à ce propos de Hélène Leduc, qui est assistante de service social, qui travaille notamment, qui a créé d'ailleurs, qui est directrice en fait des opérations à Pacific Planet et qui organise des temps de réflexion collective sur la démarche effectivement RSO que nous ont présenté les étudiants, qui organise également des jeux sous forme des jeux d'équipe, des jeux interactifs de type fresque du climat, mais adaptés aux enjeux environnementaux également, qui met en place un certain nombre d'expositions, de sensibilisation. Et je trouve intéressant de souligner effectivement cette création et sa démarche, puisqu'elle est
elle était mannequin en plus, je pense, à l'origine, Hélène. Donc, elle a un parcours très intéressant avec toute une démarche d'accompagnement des personnes qui travaillent dans le maquinisme, je crois qu'on dit, je connais pas bien ce secteur, et qui œuvrent aujourd'hui et dans ce secteur-là et dans le secteur des enjeux environnementaux. On peut vous mettre aussi, je pense, ces coordonnées. Ouais. Cécile, tu souhaites ajouter quelque chose? Tu connais bien Hélène Leduc. Je connais bien Hélène qui a été formée à Rennes, au temps où j'étais à Rennes. Je ne sais pas si elle est avec nous. Elle avait dit qu'elle essaierait d'être avec nous. D'accord. Non, j'ai pas Voilà. vu dans les Je ne sais pas participants si elle a hier. pu Ouais. être avec nous. Et puis, j'aimerais aussi signaler comment on va dire ça, l'activité vraiment militante de Vanessa Nakate. Voilà, je pense que c'est un nom à retenir. Vanessa Nakate, qui est née en 1996 et qui est activiste écologique en Ouganda. Et qui se bat. Alors, tu parlais tout à l'heure de Mayotte, je crois, Oui, Cécile, oui. où il y a effectivement des particularités là de territoire avec des enjeux vraiment imminents, pressants presque, effectivement. Là, une crise dont il faut directement s'occuper, sur laquelle il faut agir. En Ouganda, c'est le cas également, notamment sur la montée des températures et sur les questions là des personnes vulnérables qui subissent ces conditions extrêmes. Donc Vanessa Nakate, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait dans ce continent africain. Et elle est bien souvent interdite et empêchée dans ses actions par eh bien, un gouvernement qui n'est pas toujours effectivement à l'écoute de ces questions-là. Donc, on peut aujourd'hui, grâce à ce webinaire, lui rendre hommage. Voilà, bah, écoutez, il va être temps de conclure, je pense. Oui. Merci à tous nos contributeurs, à tous nos intervenants, intervenantes, pour effectivement toutes ces pistes d'ouverture, toutes ces réalisations, toutes ces envies qui ont été partagées. Moi, il y a des mots comme ça assez forts qui effectivement me met du baume au cœur, je vais dire ça comme ça. On a parlé de fierté et je pense que ça, c'est fondamental. Vous avez tous été effectivement avec cette terminologie-là, finalement, qui peut rejoindre la question du sens. La question du sens qui parfois manque effectivement dans notre secteur d'activité. Et la question de la fierté et du sens sont intimement reliées. Vous avez parlé aussi de la question des liens qui nous relient en tant que tous concernés, en tant qu'humanité. Et donc, peut-être que cette écologie des liens peut nous inspirer pour de nouvelles organisations plus en proximité, plus dans la prise en compte des particularités de chacun et de nos territoires. Et vous avez parlé aussi de défis coopératifs avec la question de la force des récits. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Je pense que nous avons entendu ce matin des récits prometteurs, des récits qui donnent envie. Et peut-être que justement, vous êtes des ambassadeurs à vos différentes places de ces récits qui vont modifier les récits anciens dont effectivement il va falloir peut-être dépoussiérer fortement les anciennes habitudes et les anciens réflexes. Merci à tous. Cécile, tu veux dire un petit mot probablement aussi?
Non, remercier l'ensemble des intervenants, c'était vraiment très riche. Merci à toi aussi, Isabelle, pour la construction de ce contenu et la mise en lien de tous ces participants. Voilà, et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Et pour les intervenants, on se retrouve dans 5 minutes, 10 minutes peut-être, le temps que vous preniez un peu l'air et que vous êtes liés au contact de la nature avant de se retrouver en débrief entre nous là pour effectivement se dire un petit mot sur cette expérience. À tout de suite. Et merci à nos participants et bonne suite à chacun. Au revoir. Merci.